Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes, merci d'être là, mais surtout merci de votre parcours. Une étape qui vient à son terme, soyez-en félicités, car lors d'une proclamation, c'est bien mettre en valeur la réussite de chacun que nous sommes occupés à réaliser. Bravo à vous tous d'avoir fini ce parcours d'apprentissage. Et si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est justement pour évoquer les modalités de ce parcours qui ont été particulières en 2020, avec le passage à la distance de la plupart des enseignements. La pandémie nous a posé des difficultés, mais nous a aussi obligés à être créatifs, inventifs, imaginatifs, au bénéfice des apprenants. Que va-t-il rester de ces pratiques pédagogiques mises en œuvre à distance? Qu'allons-nous en garder? Allons-nous prendre le temps de débriefer pour garder le meilleur de ce que nous en avons vécu? Je voudrais en 5 points d'attention vous proposer quelques réflexions autour des pratiques d'enseignement à distance qui vont sans doute questionner nos manières d'envisager l'apprentissage en 2021 et plus tard. Ces 5 points de mon exposé sont les suivants. De quoi parle-t-on quand on évoque l'e-learning, la formation à distance, les cours en virtuel, comme disent certains? Peut-on à distance viser des objectifs de même niveau qu'en présentiel? Vous imaginez bien que ma réponse sera oui. Quelle tâche proposer à l'élève, à l'étudiant? Que peut-il réaliser en distanciel? Que doit-on lui proposer pour un apprentissage efficace? La question importante de l'évaluation à distance, est-elle possible, différente? En quoi? Et enfin, conclure en insistant sur la formation des enseignants aux usages pédagogiques du numérique, sur l'accompagnement nécessaire qu'il nécessite et sur l'indispensable partage d'expériences à réaliser en matière de formation continue. Vous remarquerez que mes 5 points sont structurés selon la logique d'alignement pédagogique chère à John Biggs, professeur australien qui enseignait dans des universités comme l'Université de Tasmanie, de Londres et de Hong Kong. On commence par définir ce dont on parle, on détermine les objectifs visés, on précise les activités pour atteindre ces objectifs, la manière de les évaluer et on conclut enfin. Point 1, définition. De quoi parle-t-on? Tout d'abord, évoquons le contexte. La pandémie liée au virus Covid-19 a bouleversé le paysage des pratiques pédagogiques. Certains s'y sont adaptés, d'autres ont essayé, certains n'ont rien fait, mais beaucoup ont innové. De la salle de classe, de l'auditoire bruissant et bien rempli, nous avons dû pratiquer la distanciation sociale. Code orange, un siège sur 2, avec masque, ou la comodalité, à savoir gérer la moitié des étudiants en présentiel dans l'auditoire et l'autre moitié à distance, derrière une bulle, sans visage, avec juste leurs initiales. Compliqué, le passage à l'enseignement à distance. Un défi, mais que beaucoup ont relevé. Certains pratiquent et connaissent l'enseignement à distance depuis longtemps. C'est une démarche dont l'origine se situe en 1728 déjà, lorsque Caleb Phillips, un professeur de sténographie, décide de publier une annonce dans la Gazette de Boston. Il avait pour ambition de former des étudiants qui ne savait pas se déplacer jusqu'à Boston et ainsi étendre ses apprentissages en dehors de son cercle d'étudiants présents à son cours. Cette annonce stipulait que tous les étudiants voulant bénéficier d'un cours privé de sténographie pourraient être aussi instruits que ces élèves de Boston en recevant chaque semaine de nouvelles leçons par courrier. En 1948, grâce à la radio-télévision après la Seconde Guerre mondiale, les médias vont accélérer la mise en place de la formation à distance. Suite à ce conflit, il convient d'assurer la scolarité des enfants malades et des invalides de la guerre. C'est dans cette optique qu'en 1948, l'Américain John Wilkinson va proposer des cours radiophoniques du niveau collège via la célèbre station NBC. Enfin, en 1999, Internet révolutionne la formation à distance. Blackboard, fondé à cette époque par Pytinsky et Chazen, est un service proposant déjà un environnement d'apprentissage virtuel. Et afin de prétendre à ce titre, Blackboard englobe directement différents éléments permettant l'apprentissage en ligne. Un système de messagerie, des tâches, des exercices, des examens en ligne relatifs à des contenus de cours, etc. Aujourd'hui, en 2021, en février précisément, l'UMOS en est à proposer son 2e MOOC officiel, traitant des principes et méthodes pour analyser rigoureusement des dispositifs technopédagogiques. Quand on évoque l'enseignement à distance, on l'oppose à l'enseignement en présence.
dont il est une des alternatives. En effet, tout le dispositif d'apprentissage peut être proposé sans rencontrer dans un même espace physique les étudiants. C'est du distanciel pur, parce que les acteurs ne sont pas présents dans le même lieu physique. Mais bien souvent, dans un contexte normal hors pandémie, c'est à des situations hybrides, nommées en anglais blended learning, que nous sommes plutôt confrontés, avec des activités se déroulant à distance, comme la lecture d'un chapitre d'un syllabus qui alterne avec d'autres activités en présence, où des questions sont posées sur le chapitre, des activités sont discutées, les travaux de synthèse sont réalisés à plusieurs. On optimise dans ce cas les avantages de la distance, le travail autonome, la concentration, la réduction des déplacements, avec les avantages de la présence physique, la discussion, l'interaction, le travail collaboratif. Il s'agit donc ici de modalités qui sont alternatives. Modalités alternatives, contrairement à des modalités combinées, où toutes les formes coexistent. L'activité en présentiel en auditoire. La même activité retransmise par un système vidéo en direct que l'étudiant peut suivre de là où il se trouve. Et la modalité différée, où ce qui a été filmé est accessible à l'étudiant quand il le souhaite, une fois le cours terminé. Il s'agit dans ce cas d'une modalité intitulée comodale, ou iFlex pour Hybrid Flexible, bien documentée par Beatty, de l'Université de San Francisco, et pour laquelle vous trouverez des explications de sa mise en application dans des universités canadiennes, comme l'Université Laval à Québec, ou plus proche de chez nous par l'équipe du Louvain Learning Lab de l'UCL Louvain. Cette modalité offre à l'étudiant la possibilité, lors de chaque séance de cours, de choisir la modalité qu'il souhaite, en direct, dans l'auditoire ou à distance, ou en différé, via l'enregistrement. Et il peut à chaque cours modifier son choix de modalité. Pour l'avoir quelque peu testé, cette modalité, très souple pour l'étudiant, demande une infrastructure technique irréprochable et la disponibilité d'une équipe technique aussi en permanence, ainsi qu'une collaboration pédagogique avec des collègues pour suivre en même temps les étudiants en auditoire et ceux qui sont à distance. Donc à pratiquer dans des conditions optimum, sinon opter pour la distance complète, plus simple à gérer si l'enseignant est seul. Il existe aussi des modalités plus ouvertes qui ont l'avantage d'ouvrir des ressources et des cours de haut niveau à tout un chacun, sans limite d'accès. Ce sont des cours ouverts qui donc peuvent accueillir potentiellement un nombre infini de participants, 100, 500, 1000, voire 100 000 pour certains cours. C'est ce qu'on nomme des MOOC, pour Massive Open Online Course. Ils ont été très populaires pendant les 10 dernières années, ça décroît un peu, mais le mérite de ces dispositifs est qu'ils offrent une ouverture à des formations de haut niveau à un très grand nombre de participants, même s'ils ne sont pas inscrits régulièrement dans l'établissement qui les a conçus. Depuis 5 ans, l'UMONS a accueilli dans son MOOC l'innovation pédagogique dont vous êtes le héros, plus de 16 000 participants. Un deuxième MOOC de l'UMONS verra le jour en février 2021, fruit d'une collaboration avec l'université Mohamed Ier d'Oujda au Maroc et l'agence universitaire de la francophonie. Certains considèrent que la formation à distance ne permettrait pas d'atteindre le même niveau d'exigence qu'une formation en présentiel. Le problème n'est sans doute pas là. Car pour atteindre des objectifs de haut niveau, il faut concevoir des cours ayant cette ambition. Donc en nous basant sur une taxonomie des objectifs cognitifs, donc une hiérarchisation des objectifs que l'on peut viser, par exemple définir qu'il s'agit de connaissances à acquérir, c'est le niveau le plus bas de la taxonomie de Bloom, revisité ici en 2021 par Anderson, c'est fort différent en termes d'exigence par rapport au fait de viser des activités d'application. Par exemple, construire un objet 3D imprimé avec des paramètres un tel et un tel. Ou des activités de synthèse, comparer des articles qui évoquent les capacités d'imprimante 3D et recommander la meilleure pour un type de tâche. Ce sont singulièrement des tâches de haut niveau qu'il faut avoir à envisager a priori. Toute la difficulté de la conception des activités à distance est qu'il faut les anticiper et donc les expliciter a priori, ce qui exige une grande rigueur et une forte anticipation. Et oui, l'enseignement à distance ne s'improvise pas. La situation Covid a forcé certains d'entre nous à pratiquer l'EAD dans l'urgence, et donc sans ce temps important de préparation a priori, les résultats peuvent s'avérer parfois insatisfaisants. À retenir donc, l'EAD peut atteindre des objectifs de haut niveau, ça ne s'improvise pas et exige une préparation rigoureuse. Car enseigner à distance, ce n'est pas que transmettre de l'information. Ce n'est pas que
donner des documents à lire, des exercices à réaliser. Ce n'est pas que se filmer occupé à déclamer son cours sans public. C'est plus que donner à visionner une vidéo, même de haute qualité. Enseigner à distance, c'est organiser les activités de l'apprenant dans un scénario d'apprentissage. Il doit lire un chapitre, en déposer 5 extraits qui mettent en avant les idées de l'auteur, se réunir ensuite avec d'autres étudiants, et enfin produire une synthèse collaborative des 5 idées phares communes qu'ils pourront appliquer dans leur contexte professionnel. C'est déterminer aussi le scénario d'encadrement, à savoir comment l'élève, comment l'étudiant, comment l'apprenant est accompagné. Quand est-ce qu'il a la possibilité de s'exprimer sur son ressenti, sur des contenus de cours, lors des activités de groupe. Comment créer une présence à distance, car distanciel ne signifie pas absence. L'absence se définit par une disponibilité nulle d'interactivité formelle ou informelle. Certains sont absents, même dans l'auditoire. Et à contrario, des profs et des élèves sont bien présents et disponibles, membres de des situations distancielles. Mais il faut prévoir ces temps, anticiper les outils et les modalités qui vont permettre cette présence, la dire, la rendre possible. Un des aspects importants de l'enseignement à distance, c'est de proposer des tâches, des activités à l'apprenant. Il arrive que dans une situation d'urgence, comme celle que nous avons connue, la seule interaction que nous soyons capables de créer soit de portée limitée, à savoir qu'elle est unidirectionnelle de l'enseignant vers l'étudiant. Le prof qui expose son cours, avec ou sans support, la vidéo qu'on demande de regarder, le podcast qu'il faut écouter, le PDF qu'il faut lire, pas besoin d'être en ligne pour cela. Cela peut se faire en autonomie si aucune interaction n'est prévue pour justifier, pour créer une présence en ligne qui ait du sens pour l'apprentissage. Donc, dans l'urgence, why not, mais pour un apprentissage efficace, il faut engager l'élève cognitivement, le faire participer, l'impliquer, pour qu'il traite l'information et se l'approprie. Il importe donc de créer une interactivité cognitive, c'est-à-dire qui permette à l'apprenant de traiter le contenu qu'il doit s'approprier, qui lui permette d'apprendre. Cette interactivité cognitive peut prendre 3 formes. La première est une sollicitation de l'enseignant vers l'étudiant. En simple, lui poser des questions. En auditoire, le « qui a une question ?» On voit souvent une absence de réaction auquel l'enseignant répond « satisfait, parfait, je suis ravi que mon cours soit si clair ». À distance, poser la question de la même manière risque d'avoir les mêmes effets. Mais si l'enseignant utilise des systèmes de vote interactifs, via des outils numériques comme WooClap, Kahoot, Peer Deck ou d'autres, il pose sa question, tous les étudiants peuvent y répondre gratuitement, via smartphone, ordinateur, les réponses du groupe s'affichent derrière l'enseignant, on peut analyser les bonnes, les mauvaises réponses, sans stigmatisation de qui aurait mal répondu. En plus, de nombreux types de questions sont possibles, QCM classique, réponse ouverte, appariement, définir une zone de réponse sur une image, etc., etc. Et là, on a une vraie implication des étudiants, qui se testent, qui reçoivent un feedback, que l'enseignant peut rendre formatif en fournissant de nouvelles explications. Un deuxième niveau d'interaction cognitive est celui où les étudiants interagissent entre eux. L'enseignant donne ses consignes, similaires ou différentes pour chaque groupe. Les étudiants sont regroupés dans des espaces numériques. Zoom et Teams, par exemple, permettent de regrouper automatiquement des étudiants dans une salle pendant un temps donné. Les étudiants élaborent un travail commun qu'ils vont déposer ensuite dans un espace visible pour tous, genre Google Docs, Google Slides ou autre. Il y a des interactions entre eux. Ils doivent discuter, argumenter, réaliser une tâche, atteindre un objectif dans un temps donné. Par exemple, vous leur présentez 3 théories, 3 modèles, ils doivent les critiquer, tout en envisageant des exemples qui illustrent ces modèles ou théories. Le prof organise, les étudiants bossent, le prof synthétise dans un second temps. Un troisième et dernier niveau d'interactivité cognitive est le fait de demander aux étudiants de préparer une partie du cours. Vous leur assignez une thématique, un chapitre, une question, avec des consignes précises de présentation, 10 diapos, 15 minutes maximum, de structure, 5 étapes, un texte écrit associé, etc. Et ils présentent à leur père, à vous-même, s'en suivent des questions de la part de l'enseignant, des autres étudiants. L'ensemble fait partie du cours que vous complétez là où nécessaire. Cela fonctionne très bien et crée beaucoup d'interactivité avec les étudiants, ainsi qu'une réelle valorisation de leur présence en ligne.
Bien d'autres possibilités interactives existent bien entendu, à l'enseignant de les mettre en place pour que l'étudiant se sente impliqué dans sa formation par une participation à celle-ci. En bref, les tâches de l'apprenant, les activités qu'il réalise sont essentielles pour l'apprentissage, mais aussi pour créer l'interactivité favorable au processus d'apprentissage. N'oublions pas les interactions sociales. Les profs se plaignent du silence face à leurs écrans. Les élèves se plaignent d'être isolés, de sentir déprimés. Mais que mettons-nous en place pour développer de la présence à distance? Des moyens simples. Demander simplement en début de cours déjà comment ça va. Via un petit formulaire s'il y a une peur d'absence de réponse. Quand un étudiant écrit dans un chat, dans une conversation, faire état de sa remarque, de sa question en citant son prénom. Merci Adrien de nous faire part de ton expérience. Il existe aussi des répertoires d'activités brise-glace adaptés spécialement à la distance. Je vous recommande celle du site profweb.ca pour de nombreux exemples pratiques à cet égard. Tout cela demande du temps qu'il faut anticiper, qu'il faut prendre pour développer ce contact humain à distance qui est différent de celui en présence physique, mais bien entendu indispensable à entretenir. Reste à évaluer. La grande crainte est la triche. Ils vont tricher. Comme le dit Pierre Dillembourg, professeur à l'EPFL de Lausanne et ancien de Lumons, c'est la qualité des examens qui protège de la triche. Et la qualité des enseignements, évidemment aussi, rétorqueront certains avec justesse. Mais, sans doute au-delà de toutes ces citations, faut-il repenser l'évaluation distancielle comme l'évoque Perrin? Quelle nouvelle forme d'évaluation pouvons-nous envisager? Il faut, comme dans une situation professionnelle, sans doute permettre à l'apprenant de montrer comment il applique des principes plutôt que de les citer, comment il recommande des solutions pour leur efficience plutôt que de simplement les calculer, comment élaborer des solutions plutôt que de répéter ce que l'enseignant a raconté. Cela demande une nouvelle réflexion, mais peut-être donne-t-elle plus de sens à l'évaluation. N'oublions toutefois pas de rendre le processus d'évaluation équitable, en permettant à chaque étudiant d'être dans de bonnes conditions techniques, environnementales et cognitives pour réaliser l'épreuve examinatoire. C'est une réelle difficulté qu'il ne faut pas sous-estimer. Pour conclure, sur ces questions de l'enseignement à distance aujourd'hui et pour demain, 3 réflexions encore. La première, il faut former aux usages pédagogiques du numérique, à la conception de cours à distance et au suivi des étudiants pour rendre l'apprentissage efficace. La pandémie nous a montré nos lacunes dans ce domaine, mais aussi les avantages que cela peut procurer, y compris en dehors d'une pandémie ou d'une autre catastrophe. Les outils numériques peuvent contribuer à la qualité des apprentissages. Je vous invite à lire à ce sujet les recommandations relatives aux compétences numériques dans l'éducation émises par l'Union européenne dans son document dishcom.edu, accessible gratuitement en ligne. Deuxième point, les enseignants sont des chercheurs, des expérimentateurs de nouvelles pratiques pédagogiques dans leur classe. Il faut leur accorder du crédit, valoriser l'innovation pédagogique, accepter que cela prenne du temps et que parfois cela ne marche pas aussi bien qu'attendu. Et surtout les accompagner, ces enseignants qui souhaitent mettre en place de nouvelles pratiques. Enfin, troisième point, partager, partager, partager. Créer des communautés via les réseaux. Personnellement, je n'ai jamais autant appris en 10 ans, pendant ces 10 dernières années, que pendant toutes les années antérieures de ma carrière. Via Twitter, Facebook, LinkedIn, Scoopit, Wakelet, bref, des espaces d'échange que je recommande à chacun pour assurer sa veille pédagogique, une compétence indispensable à l'heure du numérique en éducation. Vous stockez pour vous, vous permettez aux autres de bénéficier de vos recherches. Tout le monde est gagnant. Voilà, nous arrivons au bout de ces informations de base sur ce chemin concernant l'enseignement à distance, passionnant, plein d'enrichissement, car imaginez ce qu'il en aurait été de notre système éducatif à l'ère d'avant le numérique. Qu'auraient appris les élèves? Comment les enseignants les auraient-ils accompagnés? Toutefois, il reste encore du chemin à parcourir, car nous nous sommes tous rendus compte que d'assurer la continuité pédagogique, c'est-à-dire simplement enseigner comme on le faisait avant avec le numérique, ce n'est pas encore aboutir à une réelle transformation pédagogique, où le présentiel est plus dynamique,
où la flexibilité horaire ou organisationnelle est plus grande, où le sentiment d'efficacité personnelle des enseignants et des étudiants est renforcé au bénéfice d'un meilleur apprentissage. Vous serez, nouvellement diplômés et certifiés, des contributeurs de toute cette mouvance progressiste et passionnante. Merci de votre attention, beaucoup de succès dans toutes vos entreprises et surtout, prenez soin de vous.